On va parler de Michel Barnier, puisque donc en effet notre cher Emmanuel Macron s'est décidé qu'il allait choisir un Premier ministre. Et du coup très très vite les gens ont sorti tous les dossiers globalement sur Michel Barnier, donc on va faire un petit peu le tour de ça. Michel Barnier. C'est sérieux? Je connais pas. Oui, globalement personne ne le connaît. Moi dites-vous franchement, genre j'en discutais avec, avec des gens hier, j'étais en mode « Ah oui Michel Barnier ?» Moi je voyais qui c'était uniquement parce que j'avais suivi les négociations du Brexit, alors je me demandais pas pourquoi. Bon. C'était mon semestre de relations internationales où j'avais un cours sur l'Union Européenne, alors du coup j'en profitais pour suivre les news sur le Brexit parce qu'on était en plein Brexit. Bref, mais oui, mais pareil, moi du coup oui en effet j'en discutais avec quelqu'un qui disait « Bah non mais t'as pas suivi la primaire des Républicains aussi, on l'avait vu pendant la primaire des Républicains. » J'étais en mode « Mais je t'avoue j'ai pas suivi la primaire des Républicains, qui suit cette merde quoi, genre j'ai juste attendu que Pécresse soit... qu'ils disent « Ah mais c'est Pécresse, ok très bien c'est Pécresse, mais j'ai pas non plus aller regarder leur débat quoi. » Bref. C'est vraiment le skin homme de droite par excellence quoi. Je sais pas, il ressemble à un mélange entre Bruno Le Maire... Oui, Jean-Marc Ayrault, exactement, Jean-Michel, oui, exactement, c'est exactement la tête qui me venait en tête. Il ressemble à Jean-Marc Ayrault aussi. On va revenir après sur tout son track record à Michel Barnier. Mais voilà, donc de toute façon, c'est le truc, c'est le feuilleton qu'on a suivi pendant tout l'été. Pendant tout l'été, je vous disais, bon, faut pas trop non plus en attendre. Il va choisir un Premier ministre de droite, du sérail, etc. Quelqu'un qui sera bien lisse, bien transparent, bien passe-plat pour tout ce que veut faire Macron, puisque rappelle, parmi les conditions d'Emmanuel Macron pour trouver un Premier ministre, fallait que quand même Macron ait la main sur la nomination de tous les postes régaliens, donc ministre des Affaires étrangères, ministre des Armées, ministre de l'Intérieur, etc., etc. Donc typiquement genre... Macron a imposé de maintenir le corps nu au ministère des Armées, par exemple. Et il fallait que le Premier ministre soit d'accord de nommer que les ministères un petit peu secondaires, quoi, globalement. Il y avait aussi Bercy, sur lequel Macron voulait avoir la main. Donc, quoi qu'il arrive, on savait qu'il allait nommer un Premier ministre qui serait suffisamment plat pour laisser le champ libre à Macron de faire ce qu'il veut. Et un Premier ministre qui serait aussi compatible avec la droite pour continuer de faire voter des trucs de droite. Et c'est ce qu'on voit avec Michel Barnier. On y reviendra plus tard sur lui-même. Mais bon, globalement... Conclusion du feuilleton de l'été. Oh, aucune surprise, quoi. Idéologiquement, politiquement, le macronisme n'existe pas. Alors, qu'on s'entende, on peut analyser ce qui compose le macronisme. On peut parler du macronisme comme un corpus idéologique, de pratiques politiques, etc., etc. Mais le macronisme comme parti, le macronisme comme force politique n'existe pas au-delà du président Macron. C'est pour ça qu'on parle de macronisme. Par exemple, si tu avais une situation d'un parti socialiste qui se retrouve dans la même situation que Macron par exemple et qui choisit un Premier ministre issu de, je sais pas, Europe Écologie Les Verts ou un truc comme ça, même si c'est des sensibilités qui sont assez proches à gauche, qui font partie de coalitions ensemble, ça marcherait comme un gouvernement de cohabitation, puisqu'on peut faire l'argument que le PS et Europe Écologie Les Verts sont issus de traditions politiques longues, différentes, etc., etc. Le macronisme, c'est une collection de transfuges de la droite et de la gauche. Donc en fait, ce qui est assez particulier justement là-dedans, c'est comment est-ce que tu penses la cohabitation avec dans un contexte macroniste. C'est-à-dire que la cohabitation ne peut qu'être avec des forces politiques qui sont totalement opposées, puisque si le macronisme prend des transfuges de Modem, de LR, etc., est-ce que c'est vraiment une cohabitation quand tu prends un Premier ministre de LR, alors que déjà dans ton gouvernement d'avant, tu avais plein de gens de LR. Donc tu as tout ce truc-là aussi, ça pose la question de, en fait, c'est ça, le macronisme, c'est déjà de la cohabitation. Disons que c'est déjà de la coalition, le macronisme, c'est déjà, voilà. Et du coup, en nommant Barnier, finalement, il ne nomme pas un Premier ministre de cohabitation. Il nomme pas un Premier ministre qui va représenter une force opposée à Macron, une force, on va dire, une sensibilité politique opposée, parce que traditionnellement, quand il y avait un modèle plutôt bipartisan au niveau de l'Assemblée nationale, forcément, quand tu avais une cohabitation, c'était avec l'autre plus gros bloc qui était, du coup, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, et en fait, du coup, il avait la majorité, toi, tu avais la minorité, et du coup, c'était un peu, il y avait deux blocs globalement qui se partageaient finalement la légitimité à l'Assemblée nationale, avec des composantes à ces différents blocs. Ça pouvait être une union de la gauche d'un côté, une union des droites, enfin bref, vous avez compris. Donc là, c'est une situation où en fait il n'y a pas de cohabitation. Et où au contraire, il y a finalement ce que fait le macronisme depuis 2017, il y a un glissement. Dans le sens où Michel Barnier, c'est une nomination qui plaît à l'extrême droite, pour les raisons qu'on va voir juste après. C'est une nomination finalement qui se situe comme le centre gravité de la bascule du macronisme vers l'extrême droite. En fait, c'est vraiment le symbole finalement du macrono-lepénisme. Quand il s'était présenté à la primaire des Républicains, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, des trucs comme ça, il est vraiment dans cette tendance. Alors,
pas tant au travers de enfin, disons qu'il a un parcours plutôt technocratique, donc il a pas pu avoir le temps de faire montre d'un exercice autoritaire du pouvoir comme peut le faire Macron, par exemple. Mais par contre, d'une revendication d'autoritarisme pour la République, ça, c'est le cas. Michel Barnier termine 3e de cette primaire, mais ses idées dures sur l'immigration sont remarquées. Et l'extrême droite l'accuse même de plagiat. Donc voilà, on commence déjà à voir le personnage qui se dessine. Et en fait, on comprend très très vite que la nomination de Michel Barnier, c'est en grande partie une nomination pour s'assurer des voix et de la complaisance du Rassemblement national. On avait vu ça lors de la loi qui était passée, lors de la loi sur l'immigration. C'est ça, c'était la loi Asile-Immigration. Vous savez, ce fameux passage télé où une députée macroniste dit à une députée Rassemblement national: nous vous l'offrons sur un plateau d'argent avec près de 280 amendements du RN et vous avez refusé ce débat. Ce fameux, on vous l'a servi sur un plateau d'argent. Et le RN qui se félicitait également que les macronistes reprennent leurs propositions et que c'était la preuve qu'ils sont une force de proposition, etc., etc. Donc c'est déjà quelque chose qui s'est vérifié avant la dissolution, que Macron se reposait énormément sur les voix de l'extrême droite pour faire accepter ces différents textes, notamment les textes forts, on va dire, parce que les textes sur l'immigration, il y a une loi immigration par an. Au moins. C'est limite devenu un cliché de oh là là, il y a encore une loi immigration, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Peut-être une loi immigration pour occuper les gens. Enfin bref, les textes sur l'immigration, ce sont des textes qui visent à créer de l'agenda médiatique, à créer du discours médiatique. C'est des textes qui ne font absolument rien. Enfin, déjà qui sont déjà totalement impuissants à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire endiguer l'immigration illégale, etc. Non, les gens ils vont bouger quand même. En fait, quoi qu'il arrive, tu vas rien faire. C'est pas parce que tu rends ça encore plus illégal que bah non, bah, ils seront plus illégaux. Bah voilà, tant pis. Et puis tu les reconduiras à la frontière et puis ils vont revenir parce que globalement ils ont besoin de survivre. Bref. Mais donc les textes sur l'immigration, c'est des textes qui constituent des marqueurs politiques et qui visent justement généralement à toucher l'opinion publique plus que véritablement à regardez, promis, il n'y aura plus aucune immigration, etc. En même temps, ça nous pourrit la vie à nous, les migrants. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça pourrit la vie aux immigrés, aux immigrants, aux candidats à l'asile, etc., etc. Bref. C'est pas 20 lois immigration en 30 ans. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est un truc, c'est une dingue. Et en fait, c'est des lois qui sont plus pour la popularité, pour le brassage médiatique, pour le placement finalement politique. Plus des lois qui servent à se placer politiquement que à avoir un vrai impact. Parce que si le but de ces lois, c'est d'avoir un vrai impact, bah en fait, tu ferais pas une loi immigration avant de faire le bilan des précédentes. Parce que bon, t'es en mode, bon, alors ça fait la combienième? Là, ça fait quoi? Ça fait la 20e. Bon, alors est-ce qu'on va un petit peu voir? Non, pas du tout. Genre, si tu veux vraiment dégager, les étrangers, ok, bah tu fais le bilan de pourquoi les autres, elles ont échoué à faire ça, peut-être. Genre, je sais pas, non, ok, d'accord, en fait, non, c'est juste pour faire un texte d'affichage. Bref, 120 lois immigration depuis 1945, plus d'une par an. Ok, d'accord. Est-ce que ça nous renforce pas un peu quelque part, genre macro-le-pénisme exposed? Oui et non, dans le sens où on a un intérêt à montrer la réalité du macro-le-pénisme. Dans le sens où on a un intérêt à ce que le RN ne puisse plus se revendiquer ou se placer comme étant dans l'opposition. Que Macron est tellement détesté que tu as une prime à l'opposition, en fait, tout simplement. Voilà, il y a une prime à être dans l'opposition. Il y a un intérêt, d'ailleurs c'est pour ça qu'à la gauche, on n'arrête pas de parler de macrono-le-pénisme. Déjà d'une, parce que c'est vrai. Et de deux, pour retirer au RN cette prime de l'opposition. Le problème également, c'est que c'est la stratégie aussi qu'utilise le RN pour se rendre respectable, pour se légitimer et pour utiliser justement les relais qu'il peut avoir avec le pouvoir macroniste. Parce que tout simplement, quand tu vas aller négocier des textes, quand tu vas aller faire des auditions, quand tu vas aller, etc., c'est autant de réseaux que tu crées, c'est autant de personnes auprès de qui tu te légitimes dans le travail politique. Et donc le RN, c'est sa stratégie aussi, d'utiliser le macrono-le-pénisme pour se légitimer et se montrer comme une droite plus authentique que celle de Macron que tout le monde déteste. Donc bon, c'est toujours à double tranchant, mais en même temps, bah, on contrôle pas la stratégie du RN. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire de plus à part dire, regarde, c'est les mêmes. Ouais. Rappelle que LR est placé comme opposition officiellement terrible. Oui, de fou. Oui. Mais c'est parce que c'est logique, parce qu'ils ils font pas partie du groupe macroniste. Donc techniquement, si tu n'es pas dans le camp du président, tu es dans l'opposition, toute complaisante que ton opposition puisse être. Les droitards veulent juste voir des Noirs et des Arabes se faire tabasser pour croire que leur rétabli, c'est littéralement la société du spectacle fasciste. Bah, je suis totalement. Enfin, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est une adaptation de la société du spectacle aux affects racistes. C'est tu veux voir des gens, tu veux voir cette performance de fermeté contre les étrangers, plus que réellement, tu ne peux voir une fermeté ou quoi que ce soit, quoi. Si demain, il n'y avait plus d'immigration, bah, du coup, ça veut dire que l'immigration, tu ne la verrais plus. Et donc, en ne la voyant plus, tu irais rechercher quelque chose contre lequel être énervé. Et ce serait directement bah, Enfin, c'est déjà, tu me diras, les Noirs et les Arabes très très bien français et parfaitement
parfaitement né sur le sol français, enfin bref. Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec. C'est une farce, Michel Barnier. Michel Barnier, je pourrais critiquer son bilan. Michel Barnier, ça fait rêver personne. Que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Le RN se retrouve, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, du coup le RN se retrouve un petit peu empêtré, parce que Macron nomme quelqu'un précisément pour être compatible avec eux. Hein, vous savez quand Macron il appelait les gens en mode oui bonjour, qu'est-ce que tu penses si je nomme un tel? Ok tu veux pas, très bien. Bah parmi les gens qu'il consultait, il avait aussi consulté Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, à la nomination de Barnier, s'est plutôt félicité d'un choix rationnel, qu'au moins c'était pas la gauche quoi. Donc ça veut quand même dire que une certaine approbation de Michel Barnier de la part de l'extrême droite, puisqu'ils savent que c'est un Premier ministre qui permettra justement de faire ce lien et de faire tout ce que je dis sur la stratégie de responsabilisation, etc. Mais du coup, ça les prend aussi dans ce piège-là, qu'ils peuvent pas trop dire qu'ils approuvent Michel Barnier, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça donne raison, ça accrédite la thèse du macrono-lepénisme et ça les sort de l'opposition dans ce même sens. Du coup, ils sont tout empêtrés, parce qu'ils doivent continuer de justifier qu'ils n'aiment pas Michel Barnier, que oh là là, il dit un truc et puis après il dit l'inverse, etc. Ça, en fait, c'est la version de Jean-Philippe Tanguy, globalement, de dire non mais j'aime bien ce qu'il raconte, mais je vais trouver un exemple d'un moment où il a dit l'inverse, comme ça je vais dire que genre Crary c'est un hypocrite, quoi. Genre il est pas assez d'extrême droite, il est trop hypocrite dans son extrême droitisme. Enfin bref. Ils peuvent dire qu'ils n'approuvent pas et ne pas le censurer. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, genre, Michel Barnier, c'était en mode la condition de Enfin, en gros, Marine Le Pen était en mode oh, c'est bien. En fonction de son discours qu'il va dire. Parce qu'à chaque fois, en fonction de son discours de politique générale. Donc, en gros, si son discours de politique générale est suffisamment à droite pour nous, on votera pas la censure. Par contre, s'il donne le moindre gage à la gauche, on le censurera. Tu vois, genre c'est un petit peu une façon. En gros, le RN est devenu les faiseurs de roi de cette mandature. À partir du moment où Macron est en train de pisser plus à l'extrême droite, c'est évident qu'il n'avait pas pissé à gauche, quoi, globalement. Mais à partir du moment où il commence à pisser à l'extrême droite, bah du coup, c'est le RN qui devient du coup le vote clé. C'est qu'à la précédente mandature, avant la dissolution, c'était LR qui constituait le vote clé, qui était la condition pour que les macronistes aient une majorité absolue, par exemple. Là, en l'occurrence, ce vote clé, c'est de déporter vers le RN. Donc en effet, du coup, ils peuvent jouer les faiseurs de roi et dire Michel Barnier, je sais pas. Ça dépend ce qu'il dira. Peut-être qu'on va le censurer, peut-être pas. Ça dépend s'il nous donne suffisamment de gages. Puis de toute façon, on est quand même l'opposition, donc c'est vraiment n'importe quoi ce Michel Barnier. Hein. On verra s'il est suffisamment gentil avec nous et surtout, c'est l'élément de langage de Jordan Bardella, c'est s'il respecte nos électeurs. Parce que, et d'ailleurs c'est un truc intéressant, j'aimerais un peu qu'on y revienne dessus. Donc voilà, donc l'élément de langage de Jordan Bardella vis-à-vis de Michel Barnier, c'est nous attendons de lui qu'il respecte les électeurs du Rassemblement National, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon que Jordan Bardella a de se comporter finalement en patriarche pour le Rassemblement National. C'est-à-dire, tu as voté Rassemblement National, tu appartiens à une maison dont on est les garants de ta protection, de la protection de ton intégrité et de ta dignité. Donc il y a un truc assez intéressant dans cet élément de langage. Voilà, je vous fais mon Viktorovitch à 2 balles, mais je trouvais ça assez rigolo. Et donc, qu'il respecte nos électeurs, ça veut également dire qu'il donne suffisamment des gages d'adopter une politique d'extrême. Donc, bref, donc le RN est pris un petit peu dans cette tenaille, hein, qui de toute façon, quoi qu'il arrive, lui est totalement favorable en fait. C'est pas une tenaille, plutôt c'est une double situation où le RN doit jouer l'opposition tout en ayant conscience que Michel Barnier est la condition de possibilité de leur intégration, de l'intégration du Rassemblement National dans les réformes prochaines que va passer Macron. Michel Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir... Sauf la gauche. Enfin, en fait, quand Marine Le Pen dit respectueux des différentes forces politiques, c'est respectueux de nous. Hein, c'est pas respectueux de la gauche. Pour s'adresser au Rassemblement National. Nous cherchons aujourd'hui à forcer ce nouveau Premier ministre à reprendre un certain nombre des idées du Rassemblement National pour que les résultats des élections législatives ne soient pas vains. J'ai pas arrêté de dire que Michel Barnier, globalement, c'est un gros droitard. Il y a un article qui résume un petit peu tout ça qu'on va lire ensemble. Donc, immigration, économie, retraite, ce que préconisait Michel Barnier lorsqu'il briguait l'Élysée en 2021. Avant de parler de la question de la dépénalisation de l'homosexualité, et d'ailleurs pas que, hein, parce que les gens ils disent dépénalisation de l'homosexualité, les gens ils débattent de ça. Il y a aussi sur l'IVG, il a voté contre le remboursement par la sécurité sociale de la PMA, et là je parle pas de la PMA pour les lesbiennes, je parle de la PMA tout court pour les hétéros infertiles, donc un très intéressant. Donc globalement, tout ce qui touche à la politique sexuelle, à la politique corporelle, il est extrêmement conservateur et tout au long de sa carrière politique, il s'est toujours montré extrêmement conservateur. En effet, il était contre le Pax. Alors là, on peut dire non, mais vous comprenez, la pénalisation de l'homosexualité, c'était en 81. Bah oui, bah entre-temps, il y a eu le Pax, hop, il était contre. Il y a eu contre le remboursement de l'IVG, des trucs comme ça. Enfin, les différents jalons de sa vie politique, ou du moins il avait à voter pour ou contre des lois, les amender, les trucs comme ça. Tout ce qui est la politique sexuelle, la politique
physique corporelle, il s'est systématiquement montré conservateur, voire même réactionnaire. Donc immigration, économie, retraite, ce que préconisait Michel Barnier lorsqu'il priguait l'Élysée en 2021. Candidat malheureux à la primaire interne du Parti Les Républicains, remporté par Valérie Pécresse, avec le succès qu'on lui a connu d'ailleurs, Michel Barnier avait défendu notamment un moratoire sur les régularisations de sans-papiers et le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Ministre, commissaire européen, député, sénateur, le nouveau Premier ministre Michel Barnier, désigné par Emmanuel Macron jeudi 5 septembre, a eu de nombreuses vies politiques avant d'accéder à Matignon. Il a même été candidat à la primaire des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022. Celui qui se définit comme gaulliste social, alors bon, ça veut rien dire. Genre, gaullisme social, ça veut rien dire. Particulièrement quand il est contre l'assistanat. Il y a quoi de social dans ton gaullisme si t'es contre les aides sociales? Parce que bon, l'assistanat, c'est, encore une fois, là, c'est le discours de la droite classique pour dire que globalement, si tu touches des aides sociales, c'est pas bien parce que tu veux au crochet de la société, et tu tires pas ton propre poids et que du coup, enfin bref, vous avez compris quoi. C'est exactement un moratoire. Un moratoire, c'est une pause, en fait. Un moratoire en droit, suspension des actions en justice, d'obligation de paiement, sur la suspension d'une activité, etc. Donc en fait, un moratoire, c'est une pause. Et donc là, il voulait un moratoire, donc une pause sur les régularisations des sans-papiers. Souvent, quand des gens demandent un moratoire sur l'immigration, c'est la façon douce de faire passer la pilule de on veut plus régulariser personne avant qu'on... En gros, l'idée, c'est en gros, on pose les régularisations des sans-papiers jusqu'à ce qu'on décide lesquels sans-papiers sont méritants de la naturalisation. Donc typiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez pendant la loi Asile et Immigration, la fameuse dont je vous parlais qui était donnée sur un plateau d'argent au Rassemblement National, il y avait les macronistes de gauche, c'est un peu comme les gaullistes sociales, les macronistes de gauche, entre guillemets, Sacha Houlier, etc., qui s'étaient pris en photo. On avait fait un stream avec Raz pour parler un petit peu de tout ça, sur la fameuse régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Vous savez, ce fameux truc de on arrête de régulariser les sans-papiers sauf dans certains métiers en tension où là, pour le coup, on leur donne des papiers s'ils travaillent, etc. Attends, on va déjà se dire qu'ils travaillent sans papier, donc c'est pas bien en fait, genre t'es pas censé embaucher, d'accord, bon d'accord, ça va, bref. Mais donc en gros, c'était pour régulariser, pour en fait avoir à disposition une main-d'œuvre immigrée pas chère. Parce que concrètement, c'est ça. Les secteurs en tension, c'est les secteurs qui ont besoin de gens qui vont travailler dedans. Et du coup, cette proposition de régularisation temporaire, qui était une régularisation temporaire des travailleurs sans papier, c'est une façon aussi de maintenir les salaires à la baisse et de protéger, on va dire, économiquement les secteurs en leur garantissant tous les profits possibles parce que du coup, en fait, c'est souvent des secteurs dans lesquels concrètement, s'il n'y a personne, c'est bien parce qu'en fait, alors, en partie que tu es payé de misère ou aussi que c'est des métiers qui sont pénibles, qui sont pas très attractifs et comme par hasard, Macron a supprimé les critères de pénibilité. Sur l'idée de pénibilité du travail, il a retiré tellement de critères que du coup, la pénibilité n'est quasiment plus reconnue au travail. Bref, supprimer les CHSCT, supprimer tous les corps intermédiaires qui permettaient de faire valoir le fait que quand même tu fais un métier terrible et assez pénible et quand même tu pourrais être un petit peu augmenté ou avoir des bons équipements ou être un petit peu mieux traité. Enfin bref, on sait pas. Bon bref. La fameuse régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, c'était une façon des macronistes de gauche de proposer exactement ce qu'était en train de faire Giorgia Meloni en Italie, où Giorgia Meloni qui a été dit oh, stop l'immigration, etc., qui s'est retrouvée du coup à faire revenir quand même un petit peu d'immigration parce que quand même dans les métiers que les Italiens ne veulent plus faire, c'est-à-dire les métiers en fait qui sont plus assez bien payés et que globalement le néolibéralisme autoritaire a déjà totalement détruit, que plus personne ne veut faire, du coup c'est plus pratique d'avoir des étrangers plutôt que de rendre ces métiers plus attractifs, justement par des droits et des avantages sociaux, par exemple. Bref. Michel Barnier était assez gentil avec Mélanie, oui. C'est vrai. Cette idée de moratoire sur les régularisations des sans-papiers, souvent, je pense que c'est un petit peu ça. C'est une façon, on met pause, on fait pause sur les régularisations, on régularise plus personne, jusqu'à ce qu'on définisse la liste des gens qu'on a envie d'exploiter, et le reste, on les dégage, quoi. Donc celui qui se définit comme gaulliste social avait terminé en 3e position de cette primaire remportée par Valérie Pécresse. Alors qu'il devra composer avec une assemblée sans majorité pour faire adopter des textes, France Info revient sur ses positions de l'époque. Donc des positions très fermes sur l'immigration. Le laisser-aller n'est jamais une solution en politique. Nous mesurons aujourd'hui les conséquences du laxisme et du déni. Voilà, encore une fois. Et encore une fois, c'est une façon aussi pour Macron de s'assurer qu'il va avoir un Premier ministre qui va continuer dans cette surenchère sécuritaire sur la question de l'immigration et qui va continuer cette grande tradition française qu'on a de faire plein de lois d'immigration pour dire promis, on est de gauche, on est ferme, etc. Nous devons nommer le problème, le regarder en face et le traiter. Affirmait à l'époque Michel Barnier au Figaro, tenant d'une ligne très ferme sur l'immigration et la sécurité, tendant d'une ligne, on s'en fiche. Une ligne très ferme sur l'immigration et la sécurité, il avait proposé un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. Dans cette optique, le candidat voulait cesser les régularisations inconditionnelles des sans-papiers, donc c'est exactement ce que je vous dis,
accélérer le parcours du demandeur d'asile, durcir les critères du regroupement familial et réduire la délivrance des visas long séjour. Donc, exactement comme je vous disais, c'est le truc qui avait été proposé par l'aile gauche macroniste, les gaullistes sociaux de Macron. C'était exactement ça, c'est de faire des papiers beaucoup plus temporaires. On va dire, on accélère le parcours des demandeurs d'asile, mais PTDR pour leur dire non à la fin, j'imagine, parce que bon, si tu accélères le parcours des demandeurs d'asile, ah bah tiens, comme par hasard, en fait, les demandeurs d'asile, très souvent, ils sont sans papier. Parce que souvent, en fait, quand ils demandent l'asile, généralement, tu commences par fuir avant de demander l'asile, parce que genre, souvent, tu as des bonnes raisons de demander l'asile. Et du coup, en fait, tu arrives souvent illégalement sur un territoire, et après, tu te ramènes en mode, oui, bonjour, je sais que je suis arrivé illégalement, mais en fait, je suis poursuivi dans... Est-ce que vous pouvez m'aider? Bref. Accélérer le parcours vers l'aéroport le plus proche. Oui, c'est exactement ça. Et donc, en effet, cesser les régularisations inconditionnelles et sans papier. Voilà, s'il veut arrêter les régularisations inconditionnelles, c'est bien qu'il veut y mettre des conditions. Et on y revient sur le truc de Mélanie, sur le truc de Sacha Houlier, etc. Rappelle à l'époque que Fabien Roussel, etc., ils avaient signé très très gentiment pour cette régularisation très conditionnelle. Bref. Oui, Julien Bayou aussi avait signé l'appel. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait avec Raz à cette époque. Il avait surtout surpris au vu de ses expériences européennes en prenant un référendum pour permettre de retrouver une liberté de manœuvre en matière d'immigration, suggérant ainsi que la France devait s'affranchir des règles garanties par les instances juridiques de l'UE et du Conseil de l'Europe. Face aux critiques, il avait maintenu... Le Conseil de l'Europe, c'est les droits de l'homme. Principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe, qui compte 46 États membres, dont 27 sont membres de l'Union. Le Conseil de l'Europe, en gros, c'est un petit peu... comment dire, l'organe juridique de respect et de défense des droits humains qui ne se limite pas à l'Union européenne, mais qui comprend aussi des États membres qui ne font pas partie de l'Union européenne. C'est pas la CEDH. La CEDH fait partie du Conseil de l'Europe. Les activités du Conseil de l'Europe intéressent tous les domaines de la vie courante, sauf les questions de défense. Elles ont abouti à l'élaboration d'un large éventail de normes, de chartes, de conventions. Le Conseil a également pour but de favoriser le progrès économique et social. La Convention européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, enfin CESDH, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pardon. La Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme qui l'applique constituent les chevilles ouvrières du Conseil. Donc le Conseil de l'Europe contient à l'intérieur la CEDH et la CEDH. Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme en fait ont le même sigle. Et du coup, c'est pour ça que pour la Convention européenne des droits de l'homme, on dit en fait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, un truc comme ça. Donc en fait, il y a de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc c'est la CSDHLF et la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien la CEDH. Bref, vous avez compris, mais c'est le Conseil de l'Europe. Globalement, c'est la CEDH. Il s'oppose carrément aux droits humains. En fait, c'est ça. C'est que beaucoup de personnes ont été très rapides à souligner que Michel Barnier s'était opposé à la dépénalisation totale de l'homosexualité, qu'il s'était opposé au remboursement de l'IVG, etc. J'ai pareil dit que voilà, sur les questions de droits humains, de droits corporels, il était extrêmement conservateur, si ce n'est réactionnaire. Mais c'est exactement son truc sur l'Europe. C'est pour ça que quand tout à l'heure, dans le vu, il disait que oh là là, le RN n'aime pas Michel Barnier parce qu'il est trop européiste, précisément. Il est européiste de la même manière que le Rassemblement national l'est. C'est-à-dire que il est pour le fait de sortir du coup du cadre réglementaire de l'Union européenne pour ce qui est de l'immigration. Donc ça veut dire rétablir des frontières dures de la France, notamment sur l'espace Schengen, etc. El Famoso, il faut sortir de l'espace Schengen, etc. Que nous sur l'extrême droite, c'est un petit peu un partisan de ça, globalement. Et pour ce faire, il est également pour le fait de s'affranchir des règles garanties par les instances juridiques de l'UE et du Conseil de l'Europe, donc s'affranchir des droits de l'homme. Il a les droits de l'homme, il dit non, parce que ça m'empêche de faire ce que je veux. Généralement, c'est un red flag quand tu fais ça. Regardez Israël. C'est un fasciste. Tout simplement. Face aux critiques, il avait maintenu qu'en matière d'immigration, si on ne change rien, il y aura d'autres Brexit. Des positions notamment partagées par le Rassemblement national. Donc son argument pour faire ça, c'est de dire, mais le Brexit, en fait, on a perdu le Royaume-Uni parce que les gens, ils aimaient pas l'immigration. Et du coup, en fait, si on laisse la politique telle qu'elle est, les gens, ils voudront partir de l'Union européenne. Alors que si on applique la politique de l'extrême droite, ça va nous empêcher de... Si on applique déjà... Si on applique déjà la politique du fascisme, ça va nous éviter le fascisme. C'est ça qui est la logique, non? C'est pas ça? Pour rappeler très très vite la question du Brexit, la campagne du Brexit s'est menée non pas sur et je vous en avais reparlé du coup quand on avait parlé des émeutes au Royaume-Uni, des émeutes fascistes au Royaume-Uni. La campagne du Brexit s'est menée sur fond de mensonges permanents, notamment sur le thème des migrants. C'était au moment où nous on avait la crise à Calais en même temps, etc. Les Français ils nous amènent leurs migrants, blabla, etc. Enfin bref, les fameux small boats. Quand on parle des small boats au Royaume-Uni, c'est un thème qui était déjà présent avant, mais qui au Brexit a été énormément instrumentalisé typiquement. Le Brexit,
ça a été une campagne faite sur le mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge de ce que faisait l'Union européenne. Notamment l'idée que l'Union européenne ne faisait rien pour le Royaume-Uni, etc. Alors que globalement, il y avait quand même des politiques qui étaient sacrément généreuses envers le Royaume-Uni. Parce qu'en fait, le Royaume-Uni, globalement, dès que l'Union européenne faisait un truc qui leur plaisait pas, ils disaient si vous faites pas ce qu'on veut, on va quitter. C'était la politique notamment depuis Thatcher. C'était de menacer à chaque fois, de menacer systématiquement de Brexit l'Union européenne pour pousser l'Union européenne à accepter le maximum de largesse possible. Ce qui a amené au Brexit, c'était déjà une grande tradition du Royaume-Uni de faire ce chantage à l'Union européenne. C'est-à-dire que pour ça que quand ils ont commencé à dire on va faire le référendum pour le Brexit, l'Union européenne était en mode oui, bon, un de plus, un de moins, ça fait des années que vous nous dites que vous allez nous quitter, etc. Ah bah zut, ils ont voté pour parce qu'en fait, toute la campagne a été basée sur mensonge et que du coup, les gens ils se sont retrouvés avec, ils sont sortis de l'Union européenne, ils ont dit ah bah en fait, il s'est pas passé ce qu'on nous avait dit qu'il se passerait. Bah oui, non, parce qu'en fait, vous êtes bêtes quoi, bref. Ce qui est fascinant, c'est que Michel Barnier, il a été dans les négociations du Brexit. Il sait quels ont été les teneurs de la campagne pour le fait de partir, de la campagne du Leave. Il connaît les mensonges qui ont été racontés, puisque lui-même, en négociant les conditions de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a bien vu que oui, sur la politique migratoire, sur tout ça, ça n'avait pas changé grand-chose en fait, parce que oui, tu allais avoir une nouvelle frontière, mais en fait, ça changerait en fait que les gens ils traversent les frontières. Et donc, quand il dit que si on ne remet pas en question les droits de l'homme pour les étrangers, en fait, concrètement, c'est ça en fait. Donc, si on ne remet pas en question les droits de l'homme pour les étrangers, il va y avoir d'autres Brexit. C'est clairement un mensonge. Il dit ça tout en sachant, parce qu'il ne peut pas ignorer, que ce qui a mené au Brexit, c'est justement le mensonge sur ces questions d'immigration, en effet, sur beaucoup de questions économiques aussi, mais c'est ce mensonge-là sur l'immigration. Donc en gros, il admet totalement que les politiques mensongères sur l'immigration, si elles t'amènent où est-ce que tu veux politiquement, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, donc ça c'est Barnier. Donc lorsqu'il est décrit comme un européiste par le Rassemblement national, alors, il y a une part de vérité économique. En effet, Michel Barnier était favorable au traité constitutionnel européen en 2005, le fameux traité constitutionnel. Tu sais, le fameux truc qui nous fait penser à ce qu'a fait Macron là, en mode, tu sais, les gens qui ont voté non, on veut pas de constitution européenne qui sanctuarise les règles du néolibéralisme, au secours, on veut quand même que l'économie reste dans le champ de la politique. Rappel à ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Et Michel Barnier était partisan justement de sanctuariser ces règles économiques néolibérales. C'est un néolibéral pur et dur. Et il est convaincu d'absolument tout ça. Le problème de tout ça, c'est que le RN aussi est néolibéral. Les règles économiques de l'Union européenne, ils s'en battent les couilles. Voilà. Ils ont beau dire oh là là, l'Union européenne qui fait du mal à nos petits agriculteurs, etc. Fondamentalement, le Rassemblement national est néolibéral économiquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vers la fin de la campagne des législatives, Bardella avait commencé à se rapprocher des milieux financiers, des milieux capitalistes, a commencé à dire non mais c'est vrai que la retraite à 65 ans c'est pas mal après tout, vous avez raison, il faut un petit peu adoucir notre programme social parce que sinon ça va être une catastrophe économique pour la France. L'économie, ils s'en battent les couilles. Genre, ils font une politique d'affichage sur la question du social, mais tout en gardant derrière en tête une détestation de l'assistanat, justement. On va revenir à Michel Barnier juste après. Mais lorsque le RN se présente comme le programme social, c'est le programme social qui te fait dire t'as pas envie d'être un assisté, alors dégage les autres assistés noirs et arabes, quoi. C'est exactement ça. Cette idée, encore une fois, voilà, relire Chapoutot, allez écouter les conférences de Chapoutot, il en parle extrêmement bien, de cette porosité qu'il y a entre néolibéralisme et fascisme, nazisme en l'occurrence, vu que c'est son modèle, c'est son domaine d'études. Mais avant, il jouait aux socialistes, oui, parce que c'est toujours la strate. C'est la strate la plus démagogique pour l'extrême droite de se la jouer aux socialistes, pour ça, parce que, en fait, peut-être qu'au fond, en fait, les gens, ils ont peut-être besoin d'un petit coup de main, et de droit, et de protection sociale, en fait. Et que du coup, oui, c'est plus facile de faire une politique démagogique sur un truc que les gens veulent vraiment. Bon. Le livre Ce qui reste aussi intéressant. Ouais, de fou. Logique de compétition, naturalisation de la politique, depuis les classiques éco au 18e à aujourd'hui, oui, de fou. Michel Barnier est décrit comme un européiste, là où en réalité, ses positions sur l'Union européenne sont exactement les mêmes que le Rassemblement national. C'est-à-dire statu quo économique, parce qu'en fait, globalement, les pauvres, on s'en fout, et que de toute façon, la loi du plus fort, c'est aussi la loi du plus fort en économie. Mais par contre, rétablissement de frontières dures sur les questions d'immigration, qui constituent en fait, en réalité, des politiques d'affichage et la progression finalement de la nécropolitique et des politiques racistes contre les étrangers, puis tous ceux qui sont perçus comme tels. Tu avais un journaliste de Valeurs Actuelles qui disait que les conditions pour que le RN gagne, c'était arrêter la démagogie économique pour pas faire peur au patronat et assumer de s'unir avec des gens de droite plus radicaux. En gros, reconquête, littéralement 1933, premier degré. Ah mais de fou, toujours été là. La nécropolitique, oui, la nécropolitique, c'est la politique de mort.
En gros, quand on parle de nécropolitique, c'est donc la politique comme, en fait, comme gestion comme gestion de la population, enfin voilà, comme organisation de la société. Et donc nécropolitique, c'est du coup une organisation de la société qui est tournée autour de la mort. Notamment des populations dont la mort est une variable d'ajustement pour la bonne gestion de la nation, ou pour la bonne gestion de l'ensemble politique dont tu parles. Ça sonne un peu stylé. C'est un mot ultra stylé que j'adore utiliser. Mais c'est un mot qui permet un petit peu de résumer la façon dont on parle beaucoup de la valeur, par exemple, la valeur économique, etc. Et ça met au centre la question de la valeur de la vie dans une politique, dans la politique en fait. Où en fait, la vie elle-même, la capacité des gens à survivre, que ce soit au travers de la santé. Typiquement, quand on réduit totalement les moyens dans la santé, les trucs comme ça, c'est une forme de nécropolitique, puisque dans ce cas, la mort et la maladie deviennent des variables d'ajustement de la prospérité économique. Donc en fait, ça montre comment en fait la vie elle-même, notamment de certaines populations, se voit accolée d'une valeur, et d'une valeur du coup dont on spécule en fait sur les cours finalement. Le travail de Mbembe de manière générale, ouais c'est ça, c'est Achille Mbembe qui en parle notamment. Ça s'appelle à quel niveau de mandat de nécropolitique que tu peux imposer à invoquer des zombies squelettes. Donc voilà, donc ça c'est Barnier sur l'Union Européenne. Ensuite, et sur l'immigration. Ensuite, une promesse d'économie et la retraite à 65 ans. Donc voilà, quand je vous disais que Barnier est totalement aligné avec la politique économique de l'Union Européenne, si vous inquiétez pas que la retraite à 65 ans, alors l'Union Européenne était hyper content de pouvoir vendre totalement le système de retraite à tout vent. Puisque comme on disait, donc, le fait de passer à la retraite à 65 ans, ça fait que c'est des retraites qui sont beaucoup plus, avec du coup des critères qui sont beaucoup plus stricts, etc. Ça fait rentrer par la petite porte la réforme des retraites par points. Je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant le Covid, il y avait un gros mouvement social, il y avait les gilets jaunes, etc. contre la fameuse réforme de la retraite à points. La retraite à points, en fait, concrètement, c'était changer en fait la structure finalement de la retraite, et ça permettait de généraliser la gestion par des assurances privées de la retraite. Ça me rappelle le réseau Atlas. Ah bah. Mais donc la gestion de la retraite par des assurances privées. Et en fait, finalement, la retraite à 65 ans, ça fait rentrer par la petite porte les assurances privées, parce que si tu vas à la retraite plus tard, que tu vas avoir moins de thunes à la retraite, etc., bah, tu vas avoir plus d'intérêt à te tourner vers une assurance privée pour te dire au moins moi je sauve mon cul, je mets un peu d'argent de côté dans une assurance, et comme ça je suis sûr d'avoir un petit peu plus de thunes que ce que me garantit l'État. Donc en fait, à chaque fois quand on baisse les cotisations sociales, les minima sociaux, les protections sociales, etc., c'est toujours le privé qui vient récupérer le pactole derrière. Voilà. Et dans le désirable, la retraite par capitalisation. Exactement. Où on se dit, du coup, tant qu'à faire, autant avoir une retraite par capitalisation. Enfin bref. Donc, une première économie, la retraite à 65 ans. Le nouveau Premier ministre va devoir gérer une situation financière précaire et présenter un budget 2025 d'ici à la fin septembre, alors que le déficit pourrait se creuser plus que prévu, selon Bercy. Michel Barnier souhaitait à l'époque de sa candidature une stricte trajectoire d'économie pour le budget de l'État et une maîtrise de la dette, afin de stimuler le retour du travail, de l'activité clé de la croissance dans la conjoncture actuelle. Il préconisait de réduire les impôts de production de 10 milliards d'euros, mais putain! Donc les impôts de production, c'est en gros les impôts sur les sociétés, les trucs comme ça, donc encore faire des cadeaux aux entreprises, et de baisser les charges sociales sur les salaires intermédiaires de 1,6 à 2,5 SMIC. Donc de baisser les cotisations sociales, pas les charges, et donc en gros de baisser le salaire des gens, parce que rappelle que les cotisations c'est du salaire. Adepte de réformes courageuses, réformes courageuses, ça veut dire globalement on va rendre les gens plus pauvres, c'est ça, c'est les réformes courageuses, ça veut dire adepte des réformes pour rendre les gens plus pauvres. Michel Barnier défendait le passage à la retraite à 65 ans. Quelle réforme courageuse! Un an de plus que la réforme adoptée en 2023. Une plus grande efficacité de l'État et des collectivités locales, notamment pour éliminer tous nos doublons administratifs. Qu'est-ce que ça veut dire, éliminer tous nos doublons administratifs? C'est quoi, c'est genre désengager l'État, dégraisser le mammouth, quoi. C'est les échelons, je crois que c'est genre les échelons, c'est en gros, genre tu fais en sorte que l'État gère moins de trucs, et du coup c'est les échelons locaux, qui gèrent plus de trucs. Du coup, c'est génial, on déconcentre, etc. La décentralisation, géniale. Sauf qu'après, tu dis, les collectivités locales, maintenant vous avez moins de thunes. Allez, démerdez-vous avec ça. Donc voilà, c'était un peu. J'imagine que c'était un petit peu cette merde. Double administratif, commune, département, intercommune, région. Ouais, je crois que c'est un peu ça, quoi. Affamer la bête, ouais, c'est ça. Le millefeuille, oui, c'est ça, c'est le famoso millefeuille territorial, que du coup, tu sais pas à quel niveau tu gères un truc. Est-ce que au niveau de la commune, l'intercommunalité, etc. Sauf que les trucs des intercos, c'est déjà un truc de. Enfin bref. 1,6 à 2,5 SMIC, c'est 90% des salaires, lol. Oui, concret. Il sait qu'il a bien visé. Voilà.
Donc c'est un mec bien de droite, quoi. La volonté de faire la chasse à l'assistanat. Encore un domaine dans lequel il est totalement raccord avec le Rassemblement national. Adoptant des positions classiques à droite, l'ancien ministre disait vouloir encourager le travail et le mérite au détriment de l'assistanat. Ah, oui, c'est pauvre. C'est pauvres qui sont assistés, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de travail vraiment. Allez, travail forcé. En suspendant par exemple les allocations chômage après 2 refus d'une offre raisonnable, sachant que offre raisonnable, c'est souvent pas raisonnable. C'est une offre que Pôle emploi te dit t'as pas le choix. Ah, c'est raisonnable. C'est un truc, regarde, c'est un travail pas qualifié, sous-payé, c'est raisonnable. Au moins tu vas retourner au travail. Qui fait que du coup tu récupères moins que ton chômage parce qu'en fait voilà, les offres raisonnables c'est globalement les offres où regarde un taf de merde à 1h30 de route de chez toi. Oui c'est ça, souvent ces offres raisonnables c'est des trucs qui sont hyper loin de chez toi mais c'est raisonnable parce que quand même ça reste dans la, voilà, c'est pas si loin tu vois, genre c'est un petit trajet en voiture mais ça va quoi, pour un petit aller-retour quotidien. Enfin bref. Donc lui vraiment, c'était vraiment un bandeur du fait d'enlever les aides sociales quoi globalement, alors que bon ces aides sociales elles sont notamment nécessaires pour trouver. Genre en fait si on te sucre ton chômage, tu auras beaucoup moins de chances de trouver du travail parallèlement. Parce que genre si t'as pas de thunes, si tu peux pas manger, comment tu peux trouver du travail en fait, comment tu peux avoir l'espace. Et en fait le fait de retirer les allocations chômage etc, c'est aussi une façon de mettre le couteau sous la gorge des gens en mode bah vas-y maintenant t'as plus le choix, allez accepte n'importe quel travail quoi. C'est un truc encore une fois, c'est faire pression à la baisse sur le travail pour garantir les profits du capital. Enfin bref, relisez Marx. s'est déclaré toutefois beaucoup plus soucieux du dialogue social que le président Emmanuel Macron. Les différentes réformes de l'assurance chômage sont faites sans concertation avec les syndicats. Mais oui, mais vous inquiétez pas, la CFDT aurait pu trahir si vous donniez un petit peu de trois paragraphes un peu gentillets, bien écrits, qui les convainquent. Voilà, genre franchement Macron t'es nul quoi. En fait, et c'est ça aussi qui peut rendre potentiellement Barnier un peu plus dangereux que Macron, c'est que Macron, il marche sur tout le monde. Macron, même essayer d'avoir la CFDT dans sa poche, il essaye même pas. Il est en mode ma réforme, c'est tout, je veux faire passer ma réforme, hop, 49.3, tu vois. Alors que Barnier, il est en mode non, mais si t'arrives à convaincre la CFDT de mettre 2-3 amendements qui n'auront aucun sens, ils feront pas la grève. Donc tu pourras passer ta réforme en disant que tu as consulté les partenaires sociaux et que c'est un consensus. Michel Barnier disait aussi vouloir lutter contre la fraude sociale. Et proposait de remplacer toutes les cartes vitales par des cartes biométriques afin d'économiser des sommes considérables en supprimant un véritable nid de fraude. En fait, la fraude sociale, je vous explique. La fraude sociale, notamment la fraude à la carte vitale, c'est souvent quand t'as pas la thune de payer tes sous. Alors déjà, la fraude sociale ne représente absolument rien par rapport à la fraude fiscale. Genre, les riches qui trichent pourraient récupérer beaucoup plus de thunes en allant les chercher eux, plutôt que les petits pauvres qui fraudent à la carte vitale. Ensuite, une grosse partie des fraudes à la carte vitale sont faites par les médecins, pas par les patients. Et enfin, troisième truc, c'est que beaucoup de la fraude sociale est une conséquence directe de la pauvreté, en fait. Genre, les gens ne frauderaient pas les allocs s'ils n'avaient pas besoin de cette thune dès le début, en fait. Genre, si t'as pas besoin de cette thune, tu vas beaucoup moins la frauder, puisque c'est bon, tu l'as la thune. Et en plus de ça, donc les remplacer par des cartes biométriques, ce qui renforce encore plus aussi le risque de fichage, particulièrement pour le cas des données de santé. La souveraineté sur les données de santé, c'est un truc hyper important. C'est un truc qui a été un petit peu mis à mal, notamment par les dossiers médicaux partagés, etc. Ils cherchent quand même à mettre en place des modes de contrôle de la population qui sont assez drastiques et particulièrement ciblés sur les pauvres. Surtout que dans la fraude sociale, il y a les patrons qui ne payent pas les cotisations d'employés en black. Oui, aussi, bien sûr. Parce que quand on dit fraude sociale, on pense le mec il a fraudé ses allocs alors que du coup il a un écran 4K avec son allocation de rentrée scolaire, il a acheté un écran plat, etc. Enfin bref. Et en effet, on pense pas au fait que oui, la fraude sociale, c'est aussi les patrons qui la font, c'est les médecins qui la font, c'est tout ça. Bref. Je pense qu'ils projettent parce que eux, ils sont ultra riches et ils aiment tricher quand même. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils s'en battent les couilles de poursuivre la fraude fiscale, quoi. Donc voilà, un véritable nid de fraude. Face à la crise des services publics, il prévoyait d'augmenter les salaires dans les services publics essentiels de la santé et de l'éducation, tout en voulant débureaucratiser l'hôpital. Donc ça veut dire baisser les postes dans l'administration. Donc ça veut dire
supprimer des postes. Débureaucratiser l'hôpital, ça veut dire supprimer des postes dans l'administration, concrètement. Et faire davantage appel à une gestion partagée avec les médecins, ça veut dire donner aux médecins une surcharge de travail où ils doivent faire un métier d'administratif en plus de leur métier de médecin. Parce qu'il croit au facteur humain. Il dit qu'il veut améliorer les services publics tout en détruisant les services publics. C'est un droitard, comme d'habitude. Ça veut dire virer les secrétaires et donner de la surcharge aux infirmières, ça a déjà commencé. Oui, en vrai, en plus, oui. En plus, ça a déjà commencé. C'est déjà un truc dont se plaignent énormément les personnels hospitaliers, de devoir faire de la paperasse en plus de devoir faire le métier, etc. Enfin bref, c'est une relance du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Bah oui, parce que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut encore plus utiliser d'énergie en fait. Le nouveau Premier ministre était déjà en phase avec le président il y a 3 ans. Celui qui a été ministre de l'Environnement de 93 à 95 proposait alors de relancer le nucléaire et d'investir dans les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, la biomasse ou l'hydraulique. Le candidat de l'époque disait que par contre, vouloir stopper les projets éoliens, car ils font beaucoup trop de dégâts, une position traditionnellement portée par l'extrême droite en France, où globalement l'extrême droite n'aime pas les éoliennes parce que c'est moche. Mais oui, l'extrême droite déteste les éoliennes, c'est vraiment leur obsession. Mais ouais, il y avait des moulins partout avant. Ouais, mais les moulins, c'était plus joli parce que c'était avant. Et les éoliennes, c'est moche parce que c'est moderne. On n'aime pas la modernité. Également passé par le ministère de l'Agriculture, il parlait de soutenir les agriculteurs premiers écologistes. Tiens, on dirait le discours du RN. Tiens, les agriculteurs sont les premiers écologistes. Ah bah oui, surtout quand ils font des épandages. Genre, je suis désolé, mais les agriculteurs premiers écologistes, ça veut absolument rien dire. T'as les gens qui font des épandages de baisers dans la Beauce et qui foutent des produits chimiques dégueulasses. Alors, c'est les premiers écologistes, c'est pas pareil que le paysan qui fait de la permaculture ou qui fait genre juste, qui juste cultive ses champs. Ah oui, je crois que c'était les chasseurs. Oui, c'est vrai, c'est les chasseurs les premiers écolos. Donc, du coup, c'est les chasseurs ou c'est les agriculteurs, je comprends pas. Bon bref. De toute façon, c'est toujours voilà, ils trouvent toujours des cutéreux pour les désigner comme premiers écolos de France, tout en disant qu'en fait, ce qu'ils décrivent comme premiers écolos de France, c'est leurs potes grands patrons qui possèdent des grands trucs immenses, etc. Que ce soit les chasseurs qui font la chasse à courre totalement indécente et qui ont de la thune de fou, ou alors les fameux les petits agriculteurs qui ont des champs gigantesques dans la Beauce et qui sont en réalité des grands patrons industriels de l'agro. Voilà. J'ai un pote agriculteur en Beauce, il est clairement pas écolo. Non mais parce qu'encore une fois, c'est parce que pour eux, c'est des cutéreux, quoi. Donc ouais, c'est écolo vu que c'est la terre, quoi. Et puis derrière tout ça aussi, sujet sur lequel je vous renvoie également au livre de l'Institut La Boétie, Extrême droite, la résistible ascension, notamment le chapitre qui parle d'écologie. Il y a un appel systématiquement à la terre, comme une espèce l'idée que la terre ne ment pas. S'ils considèrent que les agriculteurs sont les premiers écologistes, c'est parce qu'en fait, il y a une vision de l'écologie. Comme l'écologie, c'est respecter les cycles de la planète, donc respecter la tradition de la terre, etc. Et que du coup, les agriculteurs, c'est les premiers écologistes parce qu'ils sont plus proches de la terre et la terre ne ment pas. Dans le logiciel de l'extrême droite, et de la droite en général, il y a cette vision-là de la terre, cette vision-là de l'écologie, comme un maintien des traditions et un maintien des structures et de l'ordre, où on parle d'écologie pas tant pour ses contenus, pour la sauvegarde de l'environnement, etc., mais pour sa qualité de métaphore de l'ordre social. C'est-à-dire que l'écologie est une écologie humaine, pour citer le Vatican, et donc c'est une écologie humaine dans le sens où chaque chose doit être à sa place dans l'ordre général des choses pour que la terre soit harmonieuse. Bref. Et donc y compris les femmes à la cuisine, bien évidemment. Fustigeait les projets de décroissance agricole portés selon lui par l'UE, bien évidemment, l'Union européenne est pour la décroissance agricole, tout le monde le sait, bien évidemment, hein. L'Union européenne est contre la croissance, d'ailleurs, c'est bien pour ça que ils sont pas... L'UE est pour la décroissance agricole, on aura tout entendu. Donc ça, c'est la politique de Michel Barnier. Nanterre fait son master sur les fantasmes de la réalité par l'extrême droite française et Skip, c'est une thèse pas beaucoup étudiée malgré son omniprésence dans leur discours. Je veux pas être complotiste, mais tous les journalistes éditorialistes mainstream ont tous eu l'idée au même moment de dire que si Barnier a été nommé, c'est parce que le refus de Cazeneuve par la gauche, bizarre, ça non. Ah oui, parlons-en, justement. En effet, que quand Barnier a été nommé, tout le monde était pas content. Il y a eu un élément de langage qui a été partagé absolument partout quand Barnier a été nommé, de dire que c'était la faute de la gauche, parce que la gauche avait refusé, notamment un élément de langage qui était de dire qu'en fait, Cazeneuve, il était pour l'abrogation de la réforme des retraites. En fait. Et du coup, les gens ont commencé à inventer, je sais pas si c'est faux, mais en tout cas, ce n'était pas dans les discussions à l'époque où Cazeneuve était suggéré par Macron, etc., mais on commençait à dire qu'en fait, en réalité, Cazeneuve,
Il a pas plu à Macron. Même si Macron continuait de garder son nom de côté pendant 3 semaines, hein, bien évidemment. En fait, il lui a pas plu parce que Cazeneuve, il a dit, il voulait appliquer le programme du NFP et il voulait abroger la réforme des retraites. Et ça, c'est la ligne rouge de Macron. Donc en fait, et comme la gauche ne voulait pas soutenir Cazeneuve, bah du coup, il a pris quelqu'un de droite. Parce que du coup, il s'est probablement dit que du coup, si Cazeneuve n'allait pas être soutenu par la gauche, bah ça allait être un Premier ministre inutile, bien évidemment. Et que de toutes les façons, il était... En fait, ça n'a aucun sens. Les gens qui disent c'est la faute à la gauche qui a pas voulu Cazeneuve, genre en vrai, Macron, il pouvait très bien foutre Cazeneuve. Genre c'est lui qui décide. Il aurait pu désigner Cazeneuve et laisser Cazeneuve faire un gouvernement comme il veut, etc. Donc ça voudrait dire que Macron en avait quelque chose à foutre, que son Premier ministre soit légitime auprès de la gauche et particulièrement soit légitime auprès de la France insoumise. Donc que Macron aurait fait grand cas de l'avis des insoumis sur son futur Premier ministre. Déjà, c'est nous faire avaler de sacrées couleuvres. Ouh, allô, bref. Et ensuite, l'autre version du truc, ça veut dire que donc Cazeneuve, qui donc a rendu sa carte au PS, qui a passé sa vie à taper sur le nouveau Front Populaire et à dire que lui, il était d'une gauche raisonnable, il aurait dit à Macron qu'il allait défendre le programme du NFP. Encore une fois, c'est des on-dit de « oh là là, en fait, les secrets de la rencontre entre Cazeneuve et Macron, etc. » Bref, c'est quand même beaucoup de couleuvres à nous faire avaler. Tout ça pour essayer de trouver un élément de langage qui dit qu'en fait, on a un Premier ministre de droite et c'est la faute de la gauche. Et pas de la faute de l'extrême droite. Ou alors juste pas de la faute de Macron, vu que c'est lui qui a désigné les premiers ministres. Si Macron avait fait grand cas du fait les homosexuels qui m'ont donné l'idée que Cazeneuve soit légitime à gauche, donc ça veut dire que ce qui l'intéressait, c'est d'avoir un Premier ministre qui ait la légitimité au nouveau Front Populaire. Donc il aurait nommé Lucie Castet. On nous prend pour des cons. Et jusqu'à Anne Hidalgo, qui a repris cet élément de langage, qui hop, magiquement est arrivé sur tous les plateaux télé. Chez Anne Hidalgo, oh là là, c'est à cause du refus du NFP, vous avez trop tapé sur Cazeneuve, etc. Parce que c'est une façon finalement pour l'aile droite du Parti Socialiste de se donner une contenance, parce que globalement ils ont encore perdu leur conseil national. Bref, oui, ridicule cet élément de langage. Vraiment, je sais pas quel abruti ou quel membre de la TO1 du Parti Socialiste, il faut être pour vraiment y croire. Hein. Je fais une blague technique sur le Parti Socialiste. J'ai dit le TO1. En vrai, je pense que Cazeneuve... J'imagine bien Cazeneuve faire le gauchiste auprès de Macron. En vrai, de vrai, le truc de « oh là là, oui, qu'est-ce que vous pensez de la progression de votre réforme des retraites qui était honteuse, etc. » J'imagine bien Cazeneuve utiliser ça comme un petit peu caution de gauche pour faire un petit peu le beau face à Macron. Mais la vérité, c'est que Cazeneuve savait très très bien qu'il n'y avait pas d'espace politique à gauche pour gouverner avec Macron parce que Macron veut pas de la gauche. Que globalement, qu'est-ce que tu vas dire à Macron en mode soit tu pisses à gauche et du coup, bah t'as pas de légitimité, soit tu pisses au centre et dans ce cas, bah tu composes un gouvernement macroniste. Donc... Non, l'avis décisif, et ça a été celui de Marine Le Pen. 3 days later. Vous vous rappelez à mon dernier stream, quand on se posait les questions sur les différentes réactions du RN. Le fait que Jean-Philippe Tanguy, il a commencé à dire « Oui, Michel Barnier, il est nul à chier. Voilà, Michel Barnier, c'est un fossile. Ça fait contre la nomination de Michel Barnier. » Et qu'après, le lendemain, il y avait Marine Le Pen qui disait « Non, Michel Barnier, c'est très très bien. » Bardella qui disait « Oui, nous attendons qu'il respecte nos électeurs. » Vous voyez, tout ce truc-là, un petit peu, on était en mode « Ah tiens, c'est marrant que le RN... » Au début, ils ont eu l'air de voilà, et puis après, apparemment, Jean-Philippe Tanguy s'est fait taper sur les doigts parce qu'il avait trop tapé sur Michel Barnier. Peut-être que c'est un peu du macrono-le Penisme, mais qu'en fait, peut-être que Le Pen était en mode non, arrête, on est très content de Michel Barnier, etc. Donc, et du coup, le JDD a révélé un petit peu les secrets de tout ça. On savait qu'il organisait des dîners mondains, mais qui aurait cru qu'il tirait les ficelles en coulisses à l'occasion de la nomination du Premier ministre? Moi, franchement, quand j'ai fait mon stream sur les dîners mondains de Thierry Solaire, tu m'aurais dit qu'il tirait les ficelles dans l'ombre du Premier ministre. Enfin, comment dire, il organisait pas des dîners mondains. Il organisait du réseautage entre la droite et l'extrême droite. C'était pas des dîners mondains, c'était des rencarts, des petits rencarts du macrono-le Penisme. Donc, tu m'aurais dit, il tire les ficelles de la nomination du... Il tirait déjà les ficelles de la dissolution, en fait. Et du fait de mettre le RN au pouvoir. Donc, oui. Qui aurait cru, moi? Facilitateur, disait-il, oui. Thierry Solaire. Donc Thierry Solaire, un rappel, c'est le mec qui organisait les dîners chez lui à je sais pas combien d'heures du matin avec Marine Le Pen, avec Édouard Philippe, etc. C'est là notamment où la dissolution a été pour la première fois envisagée et suggérée entre Bardella et les macronistes. Donc c'est, on l'avait décrit comme l'entremetteur un petit peu du macrono-le Penisme, l'entremetteur du rapprochement entre droite et extrême droite. Oui, c'est ça exactement, c'est le fameux moment où il avait reçu Le Pen chez lui et les flics étaient venus pour tapage nocturne. Facilitateur, disait-il, oui, Thierry Solaire fait asseoir Marine Le Pen, Jordan Bardella, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu autour d'une même table. Mais ce qu'on ignorait, oui, et Sébastien Lecornu, qui était une information intéressante puisque Lecornu est un très très fidèle de Macron et qu'en fait partout où va Lecornu, c'est là où Macron a ses oreilles en fait. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'il jouait aussi les entremetteurs entre la patronne du RN et le président de la République. Bah du coup si, on savait
qu'il réunissait Marine Le Pen et Sébastien Lecornu autour de la même table. Mais on ne savait pas qu'il faisait l'entremetteur entre Marine Le Pen et Macron. Bah si, vu que Sébastien Lecornu, c'est littéralement le chien de Macron. Genre, désolé, genre... Moi, dans ma VOD sur les dîners secrets de Thierry Solaire, j'en avais parlé. Bon, le JDD est un peu naïf, hein, il faut le croire. Cet agent de liaison proche du président n'est pas seulement au cœur du réacteur, il est celui qui appuie sur tous les boutons. Jeudi matin, son nom s'affiche sur le téléphone de Marine Le Pen, tranquillement assise à son bureau au siège du RN. À ce moment-là, l'Élysée semble coincé par le risque d'une censure du RN. Bah oui, c'était le moment où il balançait le nom de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve, et que surtout leur angoisse, c'était de ne pas se prendre un vote de censure de la part... Ils savaient que quoi qu'il arrive, ils allaient se prendre un vote de censure de la part de la gauche. Ça, c'était un acquis. S'il n'y avait pas Lucie Castest et censure directe, etc., ça, c'était le deal. Du coup, ils étaient en mode... De toute façon, la gauche, on s'en bat les couilles, on veut pas d'eux, on les considère depuis longtemps comme hors de l'arc républicain, etc. Vous voyez tous les trucs de oh là là, non mais de toute façon, le problème c'est pas Mélenchon, le problème c'est le programme du nouveau Front Populaire, on n'en veut pas, etc. On savait depuis le début que quoi qu'il arrive, censure ou pas, ils prenaient ça comme une donnée parce que quoi qu'il arrive, la donnée c'était de ne surtout pas gouverner avec la gauche. Donc on savait déjà que, tout comme à la mandature précédente, donc avant la dissolution, LR étaient les faiseurs de roi parce qu'ils donnaient finalement les voix qui manquaient pour que les macronistes aient une majorité suffisamment large pour faire passer toutes les voix qu'ils voulaient. Là, LR n'est plus suffisant. La majorité est beaucoup trop relative. Enfin, comment dire, la majorité. Attends, du coup, c'est pas une majorité, en fait, les macronistes, ils sont... Mais en tout cas, les macronistes ne sont pas assez forts à l'Assemblée nationale avec LR, et du coup, ils ont besoin du vote du Rassemblement national. Ce qui fait que, ce qui précipite encore plus la fusion entre le macronisme et le lepénisme. Et du coup, ils sont dans l'angoisse de est-ce que le RN va faire un vote de censure? Est-ce que le RN va nous empêcher, notre gouvernement de droite, de vivre? Donc il nous faut un Premier ministre fasse plaisir au RN. Parce que sinon, on sait qu'on va se faire censurer par la gauche, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, on ne veut pas gouverner avec eux, donc on s'en bat les couilles. Et on a quand même un petit peu envie de gouverner avec la droite, donc ce serait con que l'extrême droite nous barre le passage. À ce moment-là, l'Élysée semble coincé par le risque d'une censure du RN. En début de semaine, Xavier Bertrand, le mieux placé dans la course à Matignon, a vu le pouce de Marine Le Pen s'abaisser pour lui infliger un coup fatal. Donc Marine Le Pen, elle a dit Xavier Bertrand, non. Du coup, Macron, il a dit ok, bon bah tant pis pour Xavier Bertrand. C'est la faiseuse de roi, Marine Le Pen. C'est la faiseuse de roi. Le message envoyé à Macron est clair. Dans l'hypothèse d'un Premier ministre de droite, son approbation est requise. L'approbation de Marine Le Pen est requise. L'Élysée n'a pas d'autre choix que de trouver un deal. Le profil de Michel Barnier revient alors dans la course. Jugé respectueux à l'égard du RN, il aura sa chance. Ainsi en a décidé Marine Le Pen. Tout se déroule comme prévu. Mercredi soir, Barnier est nommé. Mais le lendemain, une boulette vient chambouler le plan. Jean-Philippe Tanguy, député RN, se lâche et gratifie Michel Barnier des charmants qualificatifs de fossile et d'homme politique stupide. Ça, c'est le truc qu'on avait vu, justement. On était un peu en mode... Mais genre, moi, j'étais en mode, je sais que le RN est d'accord avec la nomination de Barnier, vu le discours de Bardella, vu le discours de Le Pen autour de lui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il vient foutre à Tanguy à dire ça, etc. À l'Élysée, c'est la panique. Hors de question de lancer Barnier dans l'arène sans la certitude qu'il ne sera pas fusillé dans les premiers jours. Marine Le Pen se serait-elle ravisée pendant la nuit? Voici le récit que... Encore une fois, voilà, il y a ce truc-là de hors de question de lancer Barnier dans l'arène avec la certitude qu'il sera fusillé. Ils savent que la gauche veut le fusiller. La gauche, dans cette affaire-là, c'est une constante. La gauche, de toute façon, tant qu'elle n'est pas au pouvoir, ils vont taper dessus. Ils vont taper sur tout le monde. Le RN, ils savent qu'ils peuvent parier sur la complicité et sur la droitisation des macronistes pour accéder doucement et tranquillement au pouvoir à la nazie, quoi. Il y a ce truc-là de ils se disent, on sait qu'il va se faire taper dessus par la gauche, au moins, il faut qu'on s'assure que l'extrême droite lui tape pas dessus. Donc pour s'assurer que l'extrême droite lui tape pas dessus, ça veut dire, il faut qu'on s'assure qu'il est au service de l'extrême droite. C'est genre, littéralement, voilà, quand je dis l'extrême droite, c'est des faiseurs de roi, c'est, ils ont le pistolet chargé, ils sont en mode, vas-y, allez, fais tout ce qu'on veut, maintenant t'es ma pute, Macron, quoi. Voici le récit de cet épisode politique corroboré par plusieurs sources des deux camps, au sein desquelles d'autres se sont montrés moins enclins à témoigner. Emmanuel Macron envoie Thierry Solaire en éclaireur chez Le Pen pour prendre de la température. Donc paf, Thierry Solaire, le petit entremetteur qui fait les petits dîners, etc., qui connaît bien Le Pen, il a son 06, oh là là, bah, il était bon le champagne la dernière fois. Du coup, Thierry Solaire va chez Le Pen pour tâter le terrain, pour dire est-ce que Barnier, ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous seriez contre? Est-ce que vous seriez pour? Est-ce que c'est bon, on peut le nommer, etc. Au RN, l'ambiance est électrique. Jean-Philippe Tanguy se fait sévèrement recadrer. Il est complètement con ou quoi, hurle-t-on dans les couloirs. Le Pen s'empresse de rassurer Solaire, mais Macron se méfie. Attends, Macron il commence à être en mode attends. Je croyais qu'on avait l'accord de Le Pen. Là, si elle commence à faire n'importe quoi, si on peut pas leur faire confiance, là, ça va pas le faire. Là, je vais mettre qui je veux et puis tant pis, voilà quoi. T'inquiète pas Manu, t'en fais pas, c'est juste Jean-Philippe, il a dit une connerie, ça arrivera plus. Macron se méfie, assez pour finalement décrocher son téléphone et appeler directement Marine Le Pen.
Donc Macron envoie Thierry Solaire pour vérifier, attends, ton Jean-Philippe Tanguy qui dit ça, tu te fous de ma gueule. Marine Le Pen qui dit à Thierry Solaire, non, tranquillou, t'inquiète pas, il a fait une connerie, on est en train de le recadrer, voilà. Et du coup, Macron qui est en mode non, je fais pas confiance, attends, hop, Marine, t'es sûr. Échaudé, Macron exige des garanties. Le Pen démolit Tanguy et l'envoie faire son mea culpa sur le service public le soir même. Le soir même, c'est va t'excuser au service public. Moi, c'est ce qui me tabasse à chaque fois dans ce genre de récit de crise politique, ce genre de récit de trucs, etc. C'est l'accès aux médias, quoi. Genre le soir même, pouf, t'as une tribune sur le service public pour faire avancer le coup politique de Macron et Le Pen, quoi. Moi, c'est ce qui me fascine à chaque fois dans ce genre d'article, c'est le degré auquel les journalistes, précisément, sont les paillassons de ce genre de mouvement, quoi. L'article est pro-Tanguy, je pense. Mais moi, ma théorie du complot sur le fait que cet article est passé dans le JDD, c'est que le JDD est beaucoup plus zémouriste que mariniste. Je pense qu'en effet, le JDD, Geoffroy Lejeune, etc., ils sont plus du côté Zemmour, ils sont plus du côté bataille culturelle wokisme de la force, ils sont moins du côté Marine Le Pen, le vote des prolos de la force. Alors, c'est un média serpillière. En fait, le journal du dimanche, l'intérêt du journal du dimanche, c'est qu'en fait, comme c'est le seul journal qui paraît le dimanche, bah du coup, ils peuvent avoir plein d'exclusivités politiques. Quand des personnalités politiques veulent faire un peu un coup médiatique et du coup faire que tout le monde doive commencer sa semaine le lundi avec le fait de gérer le coup politique du JDD, etc. Le JDD permet d'avoir un temps d'avance sur les autres sur la semaine. Donc quoi qu'il arrive, le JDD naturellement devient une serpillière du pouvoir puisque tout le monde a intérêt à publier dans les colonnes du JDD et le JDD a intérêt à faire publier tout le monde dans ses colonnes. Particulièrement s'ils ont le pouvoir, Bref, vous avez compris. Donc en effet, ça ne m'étonnerait pas que cet article soit sorti, non pas par gauchisme, mais au contraire par, que cette dénonciation du macro-lepénisme soit aussi une dénonciation de l'extrême droite, d'une extrême droite encore plus à droite que le Rassemblement National, pour dire, regardez, Marine Le Pen, c'est une femme de gauche, la preuve, elle est à coquiner avec Macron, le vrai homme de droite, c'est Zemmour. C'est un truc typiquement de Geoffroy Lejeune, quoi. Donc, Le Pen démolit Tanguy et l'envoie faire son mea culpa sur le service public le soir même. L'accord est scellé. Pas de censure contre Barnier avant le discours de politique générale. Si l'Élysée confirme des échanges entre Le Pen et Macron, le palais dément tout contact jeudi. Donc ils disent oui, il y a eu des échanges entre Le Pen et Macron, mais non, ils n'ont pas pris contact, pas du tout. Ils étaient comment les échanges par pigeon voyageur. La gauche dénonce un deal d'Emmanuel Macron avec le RN. Les moins sévères, y compris dans les rangs macronistes, reconnaissent une banale alliance de circonstances. Voilà, parce que la gauche, ils sont sévères, vous comprenez. Alors que les plus charitables disent que non, concours de circonstances, il n'a pas le choix, après tout, le pauvre Macron, il n'a pas le choix, et puis il n'y a pas de majorité, vous comprenez, il doit forcément s'accorder avec tout le monde autour de lui. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, cette entente ne durera pas. Barnier aura le temps de prendre ses marques, de nommer son équipe, mais le sursis prendra fin avec le budget, le RN n'ayant aucune intention de soutenir des choix contraires à sa doxa. Vous foutez de la gueule de qui ? Le Pen n'ira pas jusqu'à s'associer, même passivement, à l'échec qu'elle juge probable de la fin du quinquennat. Ils se foutent de la gueule de qui ? C'est là que tu vois que c'est le JDD et qu'ils sont pas très fut-fut quand même. C'est là que tu reviens quand même sur l'évidence même du JDD, c'est que quand même ils sont cons, quoi. Le RN, ils peuvent s'abstenir sur le budget. La façon dont le RN a toujours soutenu tacitement la politique macroniste, n'ira pas jusqu'à s'associer, même passivement, à l'échec qu'elle juge probable de la fin du quinquennat. Bah si, précisément. C'est ce que Le Pen fait depuis 2022. Quand ils veulent pas trop avoir à se positionner, ils s'abstiennent. Donc évidemment qu'ils vont pas voter le budget. Ce serait horrible. Ce serait trop symbolique, etc. Mais par contre, ils peuvent s'abstenir. C'est les propositions de gauche qui passeront pas, tout le reste va s'associer. Macron-Le Pen. Oui, en fait, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous lire ça en complément un petit peu de mon live de la dernière fois et que je vais rajouter dans le best-of. C'est que là, l'information qu'on a, qui ne surprend, je pense, pas grand monde à gauche, mais c'est que Michel Barnier, c'est un truc qui n'était pas surprenant déjà quand on a regardé concrètement quelles étaient les opinions politiques de Michel Barnier, quelle était sa ligne politique. C'est pas étonnant que ce soit un représentant du macrono-lepénisme. C'est que Michel Barnier constitue un compromis macrono-lepéniste. C'est que il est suffisamment de droite sur plein de trucs, il est suffisamment respecté à droite pour faire bien comme Premier ministre macroniste. Et là, donc voilà, on avait déjà l'info. Cela dit, là, l'info supplémentaire qu'on a, c'est que c'est pas uniquement qu'ils ont pris Barnier et ça a fait plaisir à Le Pen, c'est qu'ils ont pris Barnier pour faire plaisir à Le Pen. Et donc ils ont pris Barnier comme le compromis parfait pour permettre à continuer de gouverner avec l'association du Rassemblement National, avec la garantie que le Rassemblement National leur laissera faire le budget, leur laissera pas trop les censurer. Quand ils disent on ne se prononcera pas sur la censure avant le discours de politique générale. Vous savez, le discours de politique générale, c'est le truc où le Premier ministre vient devant l'Assemblée, dit voilà quels sont les objectifs de ma mandature, voilà qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est le discours de politique générale où il donne un petit peu le programme de son gouvernement. Ça veut dire, pour l'instant, on tape pas sur ton Premier ministre,
on le laisse se mettre en place, mais il a intérêt à dessiner une feuille de route qui nous plaise à nous. Donc Barnier a été placé précisément pour avoir le Rassemblement national. C'est la continuité absolument directe de tout ce qu'on commente depuis des mois et des mois et des mois, qui est du glissement macroniste vers une dépendance à Marine Le Pen. À l'époque, c'était une dépendance pour l'élection, c'était une dépendance électorale. On avait une dépendance du fait que Marine Le Pen soit là pour s'assurer que Macron, même s'il est détesté, se fasse réélire. Parce que les gens ont quand même un léger réflexe antifasciste dans ce pays. Minimal, mais ça a marché. Ça a marché 2 fois. La dépendance à Marine Le Pen, toujours comme ça que ça arrive, la dépendance électorale se transforme en dépendance programmatique. C'était à peu près ce qui s'était passé pour le Parti Socialiste aussi. Le glissement à l'extrême droite de Valls, le fait de faire le tout sécuritaire, l'islamophobie, le machin comme ça, c'est aussi la dépendance électorale à l'extrême droite qui avait déjà émergé à l'époque sous Hollande. Le fameux « oh là là, vous comprenez, il faut faire barrage à l'extrême droite, etc. » C'est un truc qui est apparu depuis 2002 environ. Mais la dépendance électorale à l'extrême droite, qui se transformait très très vite en dépendance idéologique. Pourquoi? Parce que quand ton argument c'est « il faut absolument pas que l'extrême droite arrive au pouvoir », bah du coup tu as 2 choix. Soit tu combats vraiment l'extrême droite, sauf que si tu combats vraiment l'extrême droite, bah du coup t'as plus aucune excuse pour dire « oh regardez, votez pour nous, sinon les autres ils sont pires ». Donc soit tu combats vraiment l'extrême droite, sauf que ça c'est un truc que les vrais antifascistes font, donc faut pas. Soit tu le rends obsolète. Et comment tu rends l'extrême droite obsolète? Bah t'appliques son programme, comme ça ils ont plus rien à revendiquer. Il y a bien une limite dans l'extrême droitisme. Il y a bien une limite dans ce qu'ils peuvent proposer, non? Ah vas-y, on va faire un discours sécuritaire, anti-immigration, islamophobe, etc. Comme ça, ils n'auront plus rien à réclamer. Et ça a toujours été ça. La dépendance électorale se transforme en dépendance idéologique. Parce qu'à partir du moment où tu joues ce petit jeu électoral, ça veut dire que tu n'as plus de boussole idéologique. Tu n'essaies plus de gagner pour ton projet politique. Tu essaies de gagner par tactique.